La dernière fois, on a parlé du Sahara occidental, le Sahara marocain, si vous préférez aussi, peu importe comment vous l'appelez. Ça vous a plu, ça vous a plu cette thématique quand j'ai parlé donc du Sahara occidental. Je sens que vous voulez encore, vous en voulez encore d'autres sur les histoires du Sahara, du désert, à qui appartient ce territoire, à qui appartient ce bout de territoire, à qui appartient cet arbre, à qui appartient ce rocher, à qui appartient cet atome. Ça va être les prochains défis de demain. À qui appartient ce vent et ses atomes. Ça va être les prochaines vidéos si vous voulez. Mais pour revenir au sujet, parler du Sahara occidental, ça vous a plu. Ça a fait exploser. Aujourd'hui, on parle du Sahara algérien. À qui appartient ce Sahara? Comment l'Algérie a obtenu ce Sahara? Allez, on va voir tout ça en vidéo. C'est vraiment important et c'est vraiment intéressant. Alors tout d'abord, on va aux bases. Le Sahara algérien, c'est quoi? Alors le Sahara algérien, ça fait partie du désert du Sahara qui recouvre à peu près 90% du territoire algérien. Il est traversé par des ergs, donc c'est des vastes étendues de dunes de sable, ainsi que des regs, donc des terrains rocailleux et des massifs volcaniques situés dans le Grand Sud. Alors, je me permets un aparté, mais dans le désert du Sahara, il n'y a pas que du joli sable fin, c'est ce qu'on montre un petit peu sur les vidéos de tourisme. Non, il y a aussi un désert plus rocailleux et des massifs volcaniques qui sont situés notamment dans le Grand Sud. Au nord, la steppe cède progressivement la place aux paysages qui sont arides, où les espèces végétales se raréfient avant de laisser place aux regs. Les dunes de sable qui forment les ergs n'occupent qu'un cinquième de la surface totale du Sahara. Le grand erg oriental s'étend le long de l'Oued-Rig, jalonné d'oasis nourries par une rivière souterraine. À l'ouest, la vallée de la Saoura marque la limite du grand erg occidental. Entre ces deux vastes étendues de sable se trouve la vallée de Mzab, sculptée au cœur d'un plateau. Le Sahara du Nord, qui est ponctué et peuplé d'oasis, contraste avec celui du Sud, dominé par le massif de Hogar, dont les sommets dépassent les 3000 mètres d'altitude. De vastes étendues pierreuses, comme le plateau de Tadmedaï, situé entre El Golea et Insala, assurent la transition entre les grandes zones géographiques du désert. Le Sahara est marqué par une pluviométrie extrêmement faible, recevant généralement moins de 100 mm de précipitations par an. Toutefois, bien sûr, il arrive que des chutes de neige ou des inondations soudaines ravivent temporairement les oueds asséchés depuis des millénaires. Depuis le temps, ils ont soif. Et également, le sous-sol recèle d'importantes réserves d'eau, notamment dans la nappe phréatique de l'Albia, vestige d'une époque où la région bénéficiait d'un climat steppique, il y a environ, on va dire, 10 000 ans. Voilà, à cette époque-là, j'avais 17 ans. Donc je m'en souviens encore. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Alors voilà, je vous ai placé un petit peu la géographie. On va remonter à l'histoire. Bon, bien évidemment, l'histoire s'étend à travers le temps, et c'est ce que nous allons voir. Alors, à l'origine, il n'y a pas de démarcation. Ce que l'on voit dans l'Algérie moderne, ça n'existe tout simplement pas. Par contre, il y a des routes transsahariennes qui relient le royaume du Nord, tels que les Rostémides, les Irides, les Hamadides et Zianides, qui, au vaste territoire sahélien, comprennent l'empire Songhai, la boucle du Niger, le pays du Haoussa et le royaume du Wadaï. Bon, vous voyez, j'ai vécu là-bas quelques années. Ces échanges favorisent des interactions qui alternaient entre le royaume de Wadaï et le pays de Houssa. Et également, il y avait également entre le Sahara et les royaumes et certaines régions sahariennes qui passaient sous l'influence de puissances du Nord. Donc il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de frontières. Aux origines, c'est un étendue vaste qui n'appartient à personne en fait. Le Sahara jouait un rôle stratégique à la fois commercial et religieux, il constituait un maillon essentiel du commerce transsaharien et une voie de passage pour les caravanes de pèlerins. L'organisation de cet espace reposait sur un réseau de routes, de points stratégiques, plutôt que sur des frontières définies. Jusqu'au XVIe siècle, le commerce transsaharien y était florissant.
En 1454, El Hadj Slimane Elimeur fonde le sultanat de Tougourt, qui domina la région pendant près de 4 siècles, jusqu'à la conquête française au XIXe siècle. Après l'instauration de la régence d'Alger au XVIe siècle, donc c'était la régence qui était gérée donc, par les Ottomans, sous l'emprise et l'influence ottomane, et donc il y avait une influence politique sur les territoires sahariens qui était quand même très limitée. Les territoires sahariens n'appartenaient à personne. Bien que la régence exerça donc une certaine emprise sur des groupes comme le Ouled Sidi Cheikh, les nomades des hautes plaines et les principautés guerrières du sud, notamment donc les Tougourt et Aïn Madi Lagouat, son autorité demeurait peu contraignante. Malgré une domination relative, des liens concrets existaient entre la régence et les populations sahariennes, par exemple les Mozabites et les Bixi qui jouaient un rôle économique important en fournissant donc les artisans et des commerçants à la capitale Alger. Alors ce qui est important de rappeler quand même à travers ce que je viens de vous dire, c'est que en fait le Sahara, donc à l'époque antique, est une frontière. Donc c'est une frontière qui n'est pas traversée par les Romains, ou très rarement, et les Romains donc n'ont pas de liaison avec les peuples subsahariens. C'est notamment donc avec la conquête arabo-musulmane, avec l'utilisation donc d'animaux comme le chameau et la sédentarisation. Alors la sédentarisation était déjà chez les Romains, mais c'est une accumulation de facteurs qui vont permettre donc aux Arabes, Berbères et peuples locaux de pouvoir affronter donc ces vastes aires désertiques et ces paysages désertiques qui étaient donc sans fin finalement. Donc par la suite, je remonte dans ma petite machine qui bouge à travers le temps, qui se déplace à travers le temps. Donc on retourne à l'ère française, donc lorsque la France entame la conquête de l'Algérie en 1830 avec la prise d'Alger, l'expansion vers le Sahara ne constitue pas une priorité immédiate. C'est pas le but. L'objectif principal des colonies françaises est d'occuper des régions dites utiles de l'ancienne régence, en particulier les centres commerciaux stratégiques. Au sud, les frontières restent floues et l'immensité donc désertique est perçue comme inhospitalière et demeure sous le contrôle des tribus nomades. Il n'y a que quelques spécialistes des affaires arabes et membres de la commission d'exploration scientifique qui créent en août 1839 et s'intéressent véritablement à ces territoires méconnus. Après donc plus d'une décennie de régence en Algérie, les Français commencent à définir plus précisément l'étendue du Sahara, qu'ils baptisent alors Sahara algérien. Donc c'est les Français qui vont bâtir pour la première fois ce terme-là. Et donc ce Sahara qui est baptisé Sahara algérien donc, est sous la domination française. Cette appellation désigne initialement la zone intermédiaire entre Birka et Urgla. Le lieutenant-colonel Domas et le capitaine Carrette en tracent séparément les contours. La carte établie par Carrette est présentée au Parlement lors des débats en juin 1844 sur les crédits alloués à l'Algérie, les convainquant de l'importance d'implanter donc des ports militaires en bordure du désert pour en faciliter la domination. Carrette, secrétaire donc de la commission scientifique, défend ardemment le système de la Méditerranée, inspiré des idées saint-simoniennes. Ce modèle met en avant une fusion entre l'Occident industriel et l'Orient perçu comme sensuel grâce au développement du commerce et de l'industrie. Avec l'essor donc de l'intérêt colonial pour le Sahara, les frontières du sud de l'ancienne régence d'Alger se dessinent progressivement. Alors quand je dis se dessinent progressivement, j'ouvre une parenthèse, elles s'élargissent, elles s'agrandissent et s'élargissent. Au cours du XIXe siècle, la France sécurise peu à peu ses positions dans la région et s'emploie à conquérir le nord du désert. Entre 1857 et 1861, la géographie Henri Douillier mène les premières explorations post-conquête. En 1881, la mission Paul Flatter se heurte à la résistance des Touaregs et se solde par un échec. Il y a deux nouvelles expéditions qui ont lieu en 1902 et en décembre de cette même année, et donc il y a la compagnie Oasis saharienne qui parvient à imposer l'autorité du gouverneur des territoires du Sud aux populations locales. En 1902, les territoires du Sud sont officiellement créés et placés sous administration militaire. Ils deviennent en 1957 les départements français du Sahara, une dénomination qui restera en vigueur jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance.
Bon, vous le voyez, hein, le Sahara n'a pas beaucoup d'utilité au début pour donc les Français. Hein. Ce sont des territoires désertiques en fait assez peu exploitables. Ceux qui veulent, eux, c'est plutôt les territoires nord qui sont assez intéressants, qui vont ressembler donc à des territoires du sud de l'Espagne ou du sud de l'Italie, et où il y a une possibilité donc de produire et de créer donc des agricultures qui vont être rentabilisées. Par la suite, bon, on va exploiter les sols, on va faire de la recherche à travers les sols, et on va trouver un truc qu'on va adorer à la fin du 19e siècle, l'or noir, le pétrole. Donc l'exploitation pétrolière et gazière en Algérie prend son essor après la Seconde Guerre mondiale et devient un enjeu central dans les négociations des accords d'Évian. Donc ces discussions qui devaient établir l'indépendance algérienne sont marquées par le refus du président Charles de Gaulle de reconnaître la souveraineté de l'Algérie sur le Sahara. Il tente sans succès donc d'en faire une région autonome. L'échec de la 13e réunion de la conférence d'Évian en mai 61 entre Krim Belakem du GPRA et Louis Jock, ministre des Affaires algériennes, illustre l'apétré des débats autour de cette question donc stratégique. Donc dès la 4ème République, la France manifeste un intérêt particulier pour le Sahara, considéré comme une zone clé, particulièrement pour son avenir énergétique. Le président du Conseil déclare alors « La France est et demeure une grande puissance. Elle mobilisera les forces pour que se réalise le miracle saharien. » Ces ambitions prennent une dimension concrète, avec la découverte en 1956 des gisements de Hassim Messaoud et Hassim Rel par la Compagnie française des pétroles en Algérie. Donc c'est une compagnie française et pas les Algériens. Cette manne énergétique renforce la volonté de la France de maintenir son emprise sur la région. Donc un ministre va affirmer « La France ne pourrait survivre à son extension sans l'Afrique, et les richesses du sous-sol africain ne pourraient être exploitées sans la France. » Malgré la guerre d'Algérie, il y a des infrastructures pétrolières qui ne sont pas sabotées, le FLN ayant négocié des accords financiers avec les compagnies françaises. Un point encore débattu par les historiens toutefois, donc cette relation franco-algérienne conflictuelle prend fin en 1971, lorsque Houry Boumedienne nationalise les installations pétrolières françaises. Il y a la crise de Suez après, qui révèle un déclin des empires coloniaux européens face aux nouvelles superpuissances, donc là, les États-Unis et l'URSS, et pousse la France à renforcer sa présence au Sahara. En 1957, elle y établit donc un champ d'expérimentation militaire pour développer sa force de dissuasion nucléaire. Les essais sont réalisés sur plusieurs sites, dont Regan et Inchkeer, et se poursuivent jusqu'en 1967. Certains programmes sous couverture civile durent jusqu'en 1978. Il y a aussi donc un enjeu du Sahara qui sont cruciaux pour Charles de Gaulle, qui exprime clairement donc sa position lors des négociations d'Évian en 1961. Le pétrole, c'est la France, et uniquement la France. Le Sahara algérien est une fiction juridique et nationaliste sans fondement historique. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Cette vision, motivée par les intérêts énergétiques et géopolitiques de la France, alimente les tensions avec le FLN. Malgré les tentatives de maintenir un contrôle sur la région, l'Algérie finit par reprendre la pleine souveraineté sur son Sahara après son indépendance en 1962. Donc là, on l'a vu, le Sahara ne faisait pas partie donc, des territoires historiques d'Alger, ni de l'Algérie, et en fait, ce territoire a été donc fondé par la France. On va voir un petit peu la démographie, le peuplement, tout ça. Ensuite, on se fera une petite conclusion. Donc le Sahara algérien compte environ 3,6 millions d'habitants. Il représente 10% de la population nationale sur 90% du territoire. C'est marrant, c'est la loi des 80-20 un petit peu. Là, c'est la loi des 90-10. Ce chiffre traduit donc une croissance démographique spectaculaire depuis l'indépendance. En 1954, il ne regroupait que 660 000 habitants, soit 6% de la population. Ce développement rapide est principalement dû au taux de natalité élevé, donc grâce notamment à la médecine qui va être formée donc par les Occidentaux et qui va être partagée, et une migration interne attirée par les zones d'exploitation et hydrocarbures. Toutefois, cette expansion n'est pas homogène. La population saharienne est principalement concentrée dans le nord-est ou le Bas-Sahara et regroupe plus de la moitié des habitants. Les Ibans forment la région donc la plus peuplée, suivie du Souf et de Ouadrig.
En revanche, donc les zones qui sont notamment occidentales et aussi méridionales restent peu peuplées, à l'exception de quelques pôles urbains comme Hadar, Tendouf et El Oued, ainsi que certaines régions telles que le Saoura, le Gouara, le Mzab ont enregistré une croissance plus modérée. Aussi, le Sahara algérien est désormais majoritairement urbanisé. 70% des habitants vivaient en ville, contre seulement 22% en 1954. La scolarisation des enfants de 6-15 ans dépasse cette fois les 80%, un contraste frappant avec la situation d'avant l'indépendance. L'économie locale, donc, est également transformée. Si l'agriculture dominait autrefois, le secteur tertiaire constitue désormais la principale source d'emploi. Le nord du Sahara algérien a longtemps servi de refuge à diverses populations, notamment celles fuyant des persécutions religieuses ou repoussées par la pression démographique. Les Mozabites, de confession ibadite, sont les descendants du royaume caridif de Taher, détruit au Xe siècle. Ils ont fondé plusieurs villes dans la vallée de Mzab. Le Chamba, tribu nomade d'éleveurs, évolue entre le Grand Erg occidental et le Grand Erg oriental. Le Souf, lui, a vu l'installation de groupes issus de migration comme le Rebaya, arrivé de Libye ou encore de Troud, établi au XIVe siècle. Dans les régions occidentales, il y a aussi les Chorfa, qui sont considérés comme nobles en raison de leur ascendance supposée avec la famille du prophète, les Mérabtines, descendants de figures religieuses, les Harar, qui regroupent les tribus arabes et berbères zénètes, les Haratins, issus d'anciennes communautés d'esclaves. Les Hogars abritent une communauté touareg, un peuple berbère nomade qui se répartit sur plusieurs pays du Sahara et du Sahel. La colonisation a accéléré la sédentarisation des nomades, un phénomène qui s'est poursuivi après l'indépendance. Ce processus, favorisé par l'émergence d'une bourgeoisie commerciale dans les villes sahariennes, notamment dans l'ouest, a aussi affaibli des structures tribales et modifié l'équilibre social, notamment par l'arrivée de migrants du nord et l'intégration des anciens Naratins, qui avaient déjà commencé à jouer un rôle dans la guerre de libération. Le Sahara algérien aussi est composé de 19 wilaouis, entièrement sahariennes. Avant le dernier découpage administratif, il n'en comptait que 9. C'est les régions, Adrar, Béchar, Briska, etc. Alors etc, c'est pas une région, je préfère préciser. S'y ajoutant l'Agouat, considérée comme majoritairement saharienne, ainsi que Djefa et Beya, dont certaines parties sont sahariennes. En 2015, 10 nouvelles wilayas ont été créées puis promues officiellement en 2019. Timounine, Bodj, Bachi, Mokatar, Ouled, Djella, Beni, Abdes, Insala, Ingezman, Tougour, Janet, El Mahir et El Maïna. L'actuel découpage administratif du Sahara algérien trouve son origine en conclusion dans la période coloniale. Dès 1902, la France soumet ses territoires à une administration spécifique renforcée après la découverte du pétrole en 1956. En 1958, le Sahara est départementalisé pour faciliter son contrôle. Après l'indépendance de l'Algérie, adopte une nouvelle organisation territoriale dans les années 70. Les deux anciens départements du sud, la Soie et les Oasis, sont remplacés par 6 wilayas, Béchar et Adrar, Ourgala, Briskat et Legua à l'est, et Temsaret dans le Grand Sud. Pour finir, en 1985, on passe de 31 à 48 wilayas, dont 4 nouvelles dans le Sahara. Tindouf et Ilizi situés aux frontières stratégiques ouest et est, Gardia et El Oued qui réintègrent des territoires historiques dans le réseau administratif. On le voit, ça reflète une évolution des enjeux politiques et économiques du Sahara, marquée par son développement démographique, l'urbanisation croissante de son rôle stratégique pour l'Algérie. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, bien évidemment, à aimer, partager et à commenter la vidéo pour m'apporter un petit peu de référencement. Ça m'aiderait grandement. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à commenter. Également, vous pouvez enregistrer les vidéos sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez les enregistrer ou les présenter sur vos réseaux sociaux. Également, pour ceux qui ont de la disponibilité, vous pouvez bien évidemment laisser un don.
Vous pouvez me laisser un don sur Tipeee, cela m'aiderait grandement. Et puis bah voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment. Dites-le moi en commentaire si je dois m'améliorer, si ça vous plaît ce que je vous propose, ou dites-moi des choses qui sont à améliorer, hein, si c'est le son ou bien les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!